Ninja, qui est ici, avec Alexandre, évidemment, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir pour nous parler de Crawl, qui sortira aux États-Unis le 12 juillet et en France, ici même, le 24 juillet. Mais pour vous, c'était ici, ce soir. Alors, avant toute chose, Alexandre, vous qui êtes quand même un maître du film de genre et qui aimez aussi jouer avec ces codes, j'aimerais juste savoir comment vous-même, vous décririez, vous appelleriez Crawl. Au départ, l'idée c'était de revenir à un vrai film de peur, de suspense, de tension, et de revenir à quelque chose de plus proche de haute tension, justement, de la colline des yeux, et de retrouver un petit peu ce plaisir-là, et de revenir à quelque chose qui était moins multigenre et plus simple, et finalement, j'ai pas pu m'empêcher de déraper dans du multigenre, parce que c'est vrai que Crawl, j'ai l'impression que c'est un petit peu un film catastrophe, un film de invasion. C'est un film de monstre aussi, même si c'est pas un monstre. C'est un petit peu de drame, et donc finalement on est entre tous ces éléments-là. Donc c'était un peu de tout, mais finalement j'ai l'impression quand même qu'on a réussi à faire un film qui est plus une expérience presque sensorielle, d'être dans ce film, dans l'eau. Il pleut dehors, donc on est... toi et moi un peu trempés, donc vous n'avez pas eu l'eau, mais il faut le voir en 4DX pour en plus avoir les projections et le siège qui bouge. Exactement, surtout que crawl signifie à la fois finalement nager et ramper. Donc dès le départ dans le titre, on est justement entre deux eaux, si je puis dire. Ouais. Et en anglais, c'est aussi le crawl et la référence au crawl space, qui est la traduction du crawl space en français est magnifique, c'est le vide sanitaire. Le vide sanitaire. Voilà, ça donne envie, on aurait pu appeler ça donne envie. Vide sanitaire. Et ça aurait été assez rigolo. Mais bon, voilà. Non, on a préféré Crawl finalement, hein, voilà, absolument. Alors évidemment, la parole est à vous. Vous venez de découvrir Crawl et ses héros, et sa créature qui rampe. Eh bien, à vous de poser vos premières questions. Enfin, sinon, je continue. Hein, mais... Ah, le micro là-bas, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations, j'ai trouvé ça assez terrifiant. Merci. J'ai une question sur la gestion de l'eau, parce que j'ai rarement vu un film avec autant d'eau. Je veux savoir comment vous aviez préparé le film. Est-ce que vous aviez pu storyboarder, répéter avec les comédiens sur les lieux, ou voilà, est-ce que c'était une découverte sur le moment? Alors, il y a eu une grosse préparation. On a, sur les 8 semaines de préparation, je pense qu'on a passé, je dirais, 5 ou 6 semaines à ne parler que de comment on va construire les bassins. C'était à peu près le focus tous les jours. Il y a tellement de techniques, je pourrais vous faire un exposé, si ça vous intéresse, de toutes les différentes techniques pour construire des bassins, des réservoirs d'eau, hors de l'eau, dans le sol, les différents matériaux, ce qui fuit pas, ce qui est solide, ce qui n'est pas cher. Bon, bref. Donc l'eau a été le centre de notre problème dès le départ. Et pas simplement la construction, il a fallu construire 7 bassins en tout, 5 pour les décors et 2 pour le stockage de l'eau qui était réutilisé d'un décor à l'autre et filtré en même temps. C'est une quantité de pompes astronomique. L'eau, elle doit être chauffée parce qu'on a une équipe de 30 ou 40 personnes dans l'eau en permanence. Et après 5 ou 6 heures dans l'eau, on a froid. Même si l'eau elle est à 29 degrés. Voilà, donc c'était une organisation très forte. Et pour rajouter un peu de piment à tout ça, on avait la pluie, et on avait le vent. Et donc voilà, c'était très difficile. Après, pour la préparation, en général, moi je storyboard que les scènes qui ont des effets spéciaux ou comment dire, des cascades. Alors sur ce film-là, il y en a beaucoup. On n'a pas eu le temps de tout storyboarder. Mais c'est vrai que moi je fais toujours une shotlist extrêmement détaillée. Et après, il faut s'adapter au décor. Donc, nous, on a construit tous ces décors-là d'une manière à pouvoir justement toujours, avec une technocrane, filmer un petit peu partout. Alors, c'était difficile, mais je ne voulais pas renoncer à une ambition visuelle très forte, de mouvement de caméra et de plan large où on voit les créatures en permanence, où on est avec les personnages. Et donc, c'était... mais bon, je me suis maudit à plusieurs reprises pendant le tournage d'avoir
oublié à quel point c'était difficile parce que Piranha aurait dû me vacciner à vie et j'ai oublié. Le plaisir de faire Piranha était tel et de le montrer était tel que j'ai tout simplement complètement oublié à quel point c'était dur. Je m'en suis rappelé très vite. Question. Oui. Oui, bonsoir, Bonsoir. Alexandre. Merci pour ce film très efficace, très prenant. Merci aussi pour Piranha et puis pour tous les autres. Question par rapport à la production. Je vois on a vu que Sam Raimi était producteur sur ce film, donc je voulais savoir qu'est-ce qu'il a séduit dans ce projet et concrètement comment ça s'est traduit en tant que producteur, comment est-ce que c'était de travailler avec lui en fait. Alors, évidemment, une des raisons pour laquelle j'ai fait tous ces films, c'est à cause de Sam Raimi. Sans Evil Dead, et en particulier Evil Dead 2, je pense que cette envie de cinéma-là et de genre n'aurait jamais été aussi forte. Quand je suis arrivé aux États-Unis juste après Haute Tension, en tant que fan, il s'est passé quelque chose d'incroyable. J'ai eu le choix entre faire un film avec Wes Craven, La Colline des Yeux, ou faire un film avec Sam Raimi, qui deviendra The Messenger. Et il a fallu choisir. Donc c'était un choix impossible, parce que Wes Craven, Sam Raimi, c'était un petit peu le rêve absolu. Et donc j'ai choisi finalement Wes Craven. J'ai dû écrire un petit mot à Sam, en lui disant que j'étais absolument désolé et que j'espérais vraiment qu'un jour on puisse travailler ensemble. Il a fallu attendre 15 ans et puis on s'est finalement retrouvés. On lui a envoyé le script il y a un an, à peu près, un tout petit peu plus d'un an. Et il l'a lu, il a tout de suite réagi, il a adoré. Il avait une envie comme ça, de films de ride, de films de suspense, de films d'alligator aussi, même s'il n'était pas nécessairement fan des films d'alligator. Quand je lui demandais quel était son film d'alligator ou de crocodile préféré, il m'a dit Jurassic Park. Et il a raison, c'est vrai que les alligators sont des dinosaures vivants, et c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de film ultra marquant d'alligator ou de crocodile qui puisse être cité en permanence comme une référence, comme les Dents de la Mer peuvent l'être. Et puis il y avait une envie de travailler ensemble. Après, au jour le jour, c'est fabuleux, c'est un mec absolument génial. Au-delà d'être vraiment quelqu'un de gentil, de bien attentionné, c'est aussi un producteur comme on en rêve, c'était un producteur qui est là pour défendre le point de vue du réalisateur, qui est là pour défendre la vision du réalisateur, qui est là pour la questionner aussi, mais qui n'est pas là pour s'approprier le film. Et ça, c'est vraiment très important, surtout quand on fait un film qui peut avoir l'air très simple comme ça, parce qu'on est vraiment dans un survival qui se passe sur une journée dans un décor, mais finalement, il y a plein de questions qui auraient vraiment fait la différence, auxquelles le studio va des fois se dire, mais est-ce qu'on ne les montre pas trop, et si on ne faisait pas ça, et si on faisait... Bon bref, ça change le film, et d'avoir un producteur comme lui qui va nous aider, nous soutenir, c'est toujours essentiel. Question ici. Bonsoir. Bonsoir. Justement, après les piranhas, quelle est la singularité que vous avez trouvée avec ce film-là, avec les alligators, le traitement Alors, premier degré par rapport que Piranha? Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que vraiment, Piranha, c'est vraiment une comédie d'horreur ultra gore. Là, on n'est pas du tout dans ce registre-là. On est toujours dans la série B, on est toujours dans le cinéma de peur et de suspense, mais on est vraiment dans une immersion. Ce que je voulais, justement, c'est ce que je disais au départ, c'est que je voulais retrouver un peu ces sensations que j'avais sur Haute Tension et sur La Colline des Yeux, des sensations vraiment de partager une expérience, une immersion avec le public, et que j'avais peut-être un peu perdu avec Horns et Piranha, parce qu'on était dans un registre beaucoup plus comique, beaucoup plus satirique, et donc j'avais envie de revenir à quelque chose de plus intense. Vous parliez tout à l'heure de revenir là, vous venez de dire de revenir à quelque chose de plus intense, mais moi aussi une chose qui m'a frappée, justement, de toute façon, vous jouez avec les codes, vous jouez aussi avec le code du survival, puisque là, c'est la fille qui va sauver le père. Il y a le thème des liens de parenté, les thèmes des secondes chances. Enfin, est-ce que vous, aujourd'hui, à ce point de votre vie et de votre carrière, on n'a pas un peu l'impression que vous avez davantage envie d'aller vers de l'émotion, d'aller vers du lien, d'aller vers des thèmes qui vous sont plus proches aujourd'hui?
Je pars d'un principe en tant que réalisateur, c'est que je ne veux pas comment dire, tomber dans le piège de me demander ce que les gens ont envie de voir. Ça ne m'intéresse pas, parce que je trouve ça très présomptueux, je trouve ça complètement faux, et en général c'est ce qui conduit à des naufrages artistiques terribles. Donc j'ai vraiment toujours la même approche en me disant, j'ai envie de faire un film que j'ai envie de voir, en tant que spectateur, parce qu'avant d'être réalisateur, je suis spectateur, et donc je me concentre là-dessus. Mais là, j'avais un problème presque schizophrénique, c'était qu'il y avait deux spectateurs en moi, le spectateur de 13-15 ans, dont je me souviens très bien, qui avait vraiment envie de voir ce film, qui avait vraiment envie de voir de l'alligator et du démembrement. Et puis de l'autre côté, le spectateur que je suis devenu à 40 ans, où je suis, où c'est vrai que des personnages un peu plus épais, une relation. Donc ça a été vraiment, le challenge du film, c'était vraiment de trouver cet équilibre entre la relation fille-père et le survival alligator. D'ailleurs, comment vous avez revisité un petit peu et travaillé sur le scénario de Michael et Sean Rasmussen? Est-ce que vous avez, quelle est la dimension que vous avez apportée à partir d'un huis clos assez, je crois, rudimentaire? Qu'est-ce que vous avez amené comme autre dimension vous-même? Alors c'est assez bizarre, c'est-à-dire que vraiment je cherchais justement un projet pour pouvoir faire quelque chose de peur, et un jour je reçois ce scénario Crawl, et je le reçois avec cet email d'accompagnement classique, et dans l'email ce petit synopsis court qui dit cette jeune femme qui doit sauver son père pendant un ouragan catégorie 5 en Floride, dans une zone inondée et infectée d'alligators. Et je suis vraiment tombé amoureux de ce synopsis court tout de suite. C'est-à-dire que vraiment j'étais... Là, je savais que je voulais faire ce film-là. Je n'avais pas encore lu le script, mais je savais que c'était exactement ce que je cherchais, exactement ce que j'avais envie de faire. Et j'ai passé le week-end, je n'avais pas le temps de lire le script, et j'ai passé le week-end, mais j'arrêtais pas d'y penser. Je fantasmais comme ça sur ces histoires. J'imaginais justement le côté domestique, le côté home invasion, des alligators dans cette maison, et puis justement le fait que ce soit cette fille qui doit sauver son père et pas les parents qui doivent sauver leurs enfants. Tout ça, c'était vraiment quelque chose qui me parlait. Et finalement, j'ai lu le scénario, et le scénario était beaucoup plus conceptuel, sans être beaucoup plus développé. C'est-à-dire que les personnages avaient très peu de relations. Ça se passait uniquement dans ce vide sanitaire, dans ce crawl space, dans ce comment dire, ce soubassement ou ce souterrain de la maison. Et voilà, c'était du début à la fin avec l'eau qui montait là, mais il y avait un alligator. Le twist du troisième acte, c'était qu'il y en avait un deuxième. Et tout de suite, j'ai compris que je comprenais pourquoi ils avaient écrit ça comme ça. Ils étaient vraiment dans une vue de on va le faire pour Netflix, pour un petit budget. C'était un film malin. Et j'avais envie, moi, de quelque chose de plus grand, avec un scope un peu plus important. J'avais envie que le huis clos ne soit pas que ce souterrain, mais soit la tempête en elle-même. Et que le film vraiment se construise sur l'eau qui commence à monter dans la cave et qui monte comme ça jusqu'au toit, avec les alligators qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus à l'aise sur leur territoire. Question là-bas. Monsieur Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Dans le film, il y a plein de moments cruels assez jouissifs, mais pourquoi avoir sauvé le chien? Alors, sauver le chien. C'est américain. C'est américain. J'ai commencé ma demande de nationalité. Et je pense que je n'aurais pas eu ma nationalité si j'avais tué le chien. Donc voilà la réponse. Non, c'est pas du tout pour ça. J'ai pas du tout demandé ma demande de nationalité non plus. Et c'est pas pour ça. Non, c'était vraiment un cas... comment dire, on s'est posé la question plein de fois. On a pensé à... évidemment, si quelqu'un est en danger, on jette le chien en apéritif à l'alligator. On a écrit une scène où il se faisait arracher la queue. On a eu plein de moments comme ça. Et finalement, on s'est dit, est-ce que c'est pas plus rigolo ou plus malin de garder cette pression sur ce chien-là pendant le film, se dire qu'il va se passer quelque chose, et finalement, le chien s'en sort.
Voilà, et puis surtout pour le sequel, on peut faire tout le film du point de vue du chien. Et voir tout ce qui s'est passé et comment Sugar a combattu des alligators à la surface pendant qu'ils étaient dans le vide sanitaire. Question ici. Bonsoir. Deux questions sur les alligators. Une question pratique. Quelle est la proportion d'images de synthèse de créatures animatroniques et de créatures réelles, éventuellement, s'il y en a? Et ensuite, au niveau de leur comportement, est-ce que, je ne suis pas du tout zoologiste, mais est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas du tout pris en compte? Est-ce que vous vous êtes dit, il faut que ce soit spectaculaire, donc on s'en moque? Ou est-ce qu'il y a un certain réalisme? Parce qu'il me semble que les animaux sauvages n'attaquent que pour se nourrir. Donc est-ce que c'est le cas des alligators ou est-ce que nous, là, en France, on ne connaît pas du tout, enfin, on n'a pas ce genre d'animaux? Est-ce qu'aux États-Unis, ils ont l'habitude et est-ce qu'ils attaquent effectivement les humains comme ça, sans être provoqués, sans avoir faim? Voilà. Déjà, il y a toujours un crocodile dans la scène, hein. La légende continue, il existe, il a été jeté dans les toilettes, Ouais. et il grandit, les alligators et les crocodiles vivent très très longtemps. On tournait le film à Belgrade en Serbie, ils ont l'alligator le plus vieux au monde en captivité, qui est arrivé dans le début des années 30, adulte, et qui est toujours vivant, qui s'appelle Mouya, à qui j'ai rendu visite, et à qui j'ai demandé conseil très souvent. Non, c'était que des vrais alligators. C'était simple, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, j'avais vraiment une envie de ne pas faire un film de monstre avec un alligator géant, avec un alligator radioactif, avec un alligator qui a un sentiment de vengeance. Je voulais pas faire l'alligator qu'on reconnaît, qui a la crête blanche et qui veut absolument attaquer l'héroïne jusqu'au bout. Alligator Nado. Voilà, exactement. J'avais vraiment envie, je trouve ces animaux absolument fascinants. Ça fait 60 millions d'années qu'ils ont très peu changé, qui vivent parmi nous, bien avant nous. Et ils ont une sorte comment dire, pas de perfection, parce que c'est pas un bon terme en termes quand on parle d'évolution, mais d'efficacité dans le fait que ce soit des machines à tuer.